Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. L'UDI sera-t-elle la prochaine victime collatérale de l'affaire Fillon? Après le renoncement d'Alain Juppé, les centristes sont orphelins. Un bureau exécutif doit se tenir dans 1 heure alors que Jean-Louis Borloo plaide pour une recomposition politique qui pourrait être portée par Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de rencontre Sarkozy-Fillon-Juppé. Elle est devenue caduque après les réunions des juppéistes au Sénat et des sarkozystes à l'Assemblée nationale ce matin. Objectif, serrer les rangs derrière le candidat de la droite à la présidentielle au lendemain d'un comité politique censé clore le débat. Benoît Hamon contraint de revenir sur sa mesure phare, le revenu universel, jugé trop coûteux par ses détracteurs. Il promet des ajustements au moment où sa campagne patine et qu'il peine à rassembler. Le décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission, #présidentielle 360. Mais avant de développer tous ces titres, François Fillon aurait obtenu en 2013 un prêt de 50 000 € de l'homme d'affaires Marc Ladrette de la Charrière. Un prêt sans intérêt et non déclaré selon le Canard enchaîné. Le candidat de la droite à la présidentielle n'a pas jugé utile de faire figurer ces 50 000 € sur sa déclaration de patrimoine, celle qu'il a adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est l'hebdomadaire satirique qui apparaîtra demain qui le révèle. Ce prêt a été intégralement remboursé selon son avocat, Maître Antonin Lévy. Et cette nouvelle révélation intervient alors que depuis hier, les Républicains tentent de serrer les rangs derrière François Fillon. En l'absence de plan B, ce dernier a réussi à imposer sa candidature, mais l'unité reste fragile et difficile à reconstruire. En témoignent ces 2 rendez-vous ce matin des juppéistes au Sénat et des sarkozystes pas loin de l'Assemblée nationale, Cécile Sixou et Loïs Grégoire. Désemparés et esseulés, les proches d'Alain Juppé se sont réunis ce matin au Sénat autour de Jean-Pierre Raffarin. Après le renoncement, une bonne fois pour toutes de leur chef et le soutien du parti à François Fillon, les juppéistes sont partagés sur leur engagement dans la campagne. Pour l'instant, je vais m'occuper de mon travail parlementaire. Personne ne s'est précipité pour dire je pars tout de suite, je prends le train et l'avion pour aller faire la campagne de François Fillon. Moi j'en suis au stade de l'examen de conscience. Voilà, je vais me poser toutes les bonnes questions puisqu'il a appelé à le faire. Et quand j'aurai la réponse, je vous dirai. Si François Fillon le souhaite, je serai à ses côtés. On a eu nombreux quelques pas en avant, quelques hésitations, quelques pas en arrière. Personne ne le contestera. Mais encore une fois, aujourd'hui, la page doit être tournée dans l'intérêt supérieur de l'alternance et du pays. Au même moment, à 2 pas de l'Assemblée, les sarkozystes se sont donné rendez-vous dans un restaurant. Hier encore, ils proposaient à François Fillon de se choisir un successeur. Mais ce matin, changement de ton. Tous font désormais bloc derrière le candidat de la droite, même les plus dubitatifs comme Christian Estrosi. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est contribuer à l'unité de toutes nos forces avec les centristes pour éviter une victoire de Marine Le Pen. On fait campagne à fond ou on ne fait pas campagne. Et là, on a décidé de faire campagne à fond. Parce que le seul moyen de gagner ces présidentielles, c'est d'être mobilisé. Nous avons dit clairement autour de la table que nous étions engagés derrière François Fillon dès lors que celui-ci a affiché sa détermination. Du côté des fillonistes, on veut laisser ces 6 semaines de psychodrame derrière et se recentrer sur la campagne. Aujourd'hui, cette page est close et aujourd'hui nous sommes dans l'assemblement et surtout dans une campagne. Et maintenant, le sujet, c'est pas tellement le parti, les partis, etc. Même s'il faut rassembler la droite et le centre, et j'insiste beaucoup aussi sur le mot centre, mais surtout il faut aller au contact des Français. Si le rassemblement semble en marche, beaucoup attendent encore le 15 mars, jour où François Fillon est convoqué par les juges. Et Gérard Larcher, président du Sénat et directeur du comité politique des LR, pour qui le débat est clos, a malgré tout annoncé ce matin, pour la première fois, qu'il assumait la distance prise la semaine dernière avec François Fillon, assurant néanmoins qu'il était aux côtés du candidat. On l'écoute, c'était ce matin sur France Inter. Moi, je lui ai dit directement dans son bureau, nous n'étions que tous les deux, parce que je considérais à cette époque qu'il était impossible de conduire la campagne. Or, en démocratie, conduire une campagne, c'est le projet, le pacte à faire avec les Français. Bon, aujourd'hui... Attendez, vous lui avez dit, arrête ta candidature. Mais bien sûr, puisque
je lui avais dit qu'il me semblait opportun de cesser cette candidature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est pas ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que François Fillon. Il doit porter le projet. Le débat était clos, c'est moi-même qui l'ai annoncé. J'assume et je suis aux côtés de François Fillon. Je suis aux côtés de François Fillon pour faire partager aux Français le projet qui est le meilleur, le seul qui peut redresser la France. Et dans cette campagne pour la présidentielle, ils ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour être officiellement candidats. Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. À noter qu'Alain Juppé a également reçu 242 parrainages. Beaucoup misaient d'ailleurs sur lui, Alain Juppé, mais après le renoncement du maire de Bordeaux, la famille centriste se sent orpheline. Ceux qui rejettent François Fillon ne savent plus qui soutenir dans cette campagne. Du bout des lèvres, Jean-Louis Borloo, cofondateur de l'UDI, tend la main à Emmanuel Macron. Une réunion au Sénat s'est terminée il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter les réactions à la sortie au micro de Jérôme Rabier. Notre groupe n'est pas un adepte de la position commune. Et donc l'objectif de cette réunion n'était certainement pas de se prononcer en faveur de tel ou tel candidat. Vous savez, moi, il y a une époque où j'étais le seul parmi tous les membres du groupe à soutenir François Fillon. Donc la situation n'est certainement pas pire qu'à ce moment-là. Merci. La confiance est ébranlée. La question pour François Fillon aujourd'hui, s'il souhaite un accord avec les centristes, c'est clairement de se positionner en partenaire qui prend en compte notre point de vue. Et il ne peut pas y avoir pour nous ni de dérive populiste, ni de dérive sur un thème qui serait celui de la droite identitaire. Nous avons apporté notre témoignage des raisons qui nous ont fait soutenir M. Macron. Et vous avez bon espoir que d'autres vous rejoignent sur cette position? Ça s'est peut-être exprimé déjà aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai toujours eu un rêve, c'est que la famille centriste soit réunie. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions politiques le sont pour recréer en France un centre fort. Donc j'espère, oui, que beaucoup nous rejoindront. Ce n'est pas encore une désaffection, mais les atermoiements de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui dit ne pas se reconnaître dans la campagne de Benoît Hamon, reflètent l'état d'esprit de nombreux parlementaires à gauche. Certains s'interrogent sur leur soutien franc et massif aux candidats issus de la primaire, sans toutefois franchir le pas et rejoindre le leader d'En Marche. Conséquence, la campagne de Benoît Hamon peine à décoller. Sandra Cerquera. Benoît Hamon peine à faire entendre sa voix. Sa campagne patine. La défiance d'une partie de son camp y est pour beaucoup. Une situation qu'il tente de minimiser à tout prix. Si je devais m'inquiéter, être en colère pour ça, vous savez, non, moi tout va bien, je suis en bonne santé. Benoît Hamon tenterait de rassurer. Il envisage de revoir sa copie sur le revenu universel. Objectif, le rendre moins coûteux et faire un geste pour les plus bas salaires. C'était une demande des valsistes et des Hollandais. Mais son entourage l'assure, pas question de revenir sur le principe même du revenu universel. Il y a eu d'emblée, de la part de Benoît Hamon, une certaine clarté en disant mais c'est pas une mesure qui est prête à l'emploi, si je puis dire. Il y aura nécessairement un temps de concertation important. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place du jour au lendemain. Pour les réformateurs du PS tentés par Emmanuel Macron, la fracture idéologique au sein du parti est telle que ce geste de Benoît Hamon ne suffira pas à le rendre crédible. Et je ne crois pas que la tentative de Benoît Hamon, d'Arnaud Montebourg, bref des frondeurs depuis 2012, de se séparer du PS gouvernemental jusqu'à en renier le bilan et de dire on sera plus pur et c'est comme ça qu'on redémarrera, c'est une grande idée des années 80 quand on avait un parti communiste à 25%, c'est une idée qui conduit à installer la droite au pouvoir. Garder son électorat de la primaire sans se fâcher avec sa famille politique. Benoît Hamon continue de marcher sur un fil d'équilibriste. Et pour parler de cette campagne, mes invités sur ce plateau, Ella Kribi-Romdan, bonjour. Vous êtes conseillère régionale PS d'Île-de-France, vous êtes porte-parole de Benoît Hamon, merci d'être avec nous. Christophe Carecht également présent, bonsoir. Vous êtes député PS de Paris, vous venez de soutenir officiellement Emmanuel Macron. Vous étiez d'ailleurs un des co-signataires d'une tribune parue fin janvier dans Le Monde invoquant un droit de retrait de la campagne justement du vainqueur de cette primaire, Benoît Hamon. Première question pour vous, Ella Kribi-Romdan, que pouvez-vous dire à Claude Bartolone qui, ce soir, dans un entretien au Monde, dit ne pas se reconnaître dans la campagne menée par Benoît Hamon? Je suis très très étonnée des propos de Claude Bartolone, que je connais bien puisque j'ai eu l'occasion de faire une campagne avec lui. Une campagne où il a eu des propositions de gauche, où il a été entouré
de candidats issus de la gauche. J'en faisais partie puisque j'étais sur une liste, sur la liste d'Île-de-France, et puis où il a eu aussi besoin de l'aile gauche et de la gauche du Parti socialiste pour procéder au rassemblement au deuxième tour. Et donc moi je m'étonne de voir que Claude Barthelone tient de tels propos. Il parle de divergences de fond, notamment sur la question de la fin du travail et donc de la mise en place du revenu universel. Donc mais il n'est pas question de Claude Barthelone, enfin je sais pas la question du travail. Moi je pense que Claude Barthelone est probablement un peu fatigué. Il est député depuis 1981, il ne se représente pas aux élections législatives. En faisant ce choix, il ne prend pas de grands risques en tenant ses propos, et que donc voilà, Benoît Hamon, il ne compte pas sur ceux qui ont certes probablement mais ça l'affaiblit gouverné, peut-être justement ce manque de soutien. Je ne le pense pas parce qu'il est tourné vers les Français. Il n'a pas gagné la primaire avec le soutien des mammouths du Parti socialiste, mais avec le soutien des Français, de la gauche, du peuple de gauche en France, et c'est ce qu'il continue à faire dans cette campagne. C'est pas une campagne qui patine, c'est une campagne où il est sur le terrain, où il s'adresse avant tout à ses électeurs. Christophe Carrèche, est-ce que les propos de Claude Barthelone reflètent un peu l'état d'esprit, je le disais, de nombreux parlementaires aujourd'hui? D'abord, Claude Barthelone n'est pas un mammouth. C'est un homme qui, depuis le début de sa vie politique, a inscrit celle-ci dans le Parti socialiste. Il est président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a eu des responsabilités importantes, il a été notre candidat effectivement aux élections régionales. Et je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit et il faut le prendre au sérieux. Il y a incontestablement un malaise, dont je suis peut-être un des indicateurs, mais honnêtement, je ne suis pas le seul. Pourquoi ? D'abord parce que dans la campagne des primaires, c'est vrai que Benoît Hamon a développé un programme, une orientation qui est pour beaucoup très opposé à ce qu'on a défendu durant le quinquennat. Et puis, sur un certain nombre d'orientations, notamment le revenu universel, il y a un certain nombre... Alors, il y aura des ajustements, il a dit ce matin dans les Échos, jeudi, il va justement présenter une nouvelle mouture. L'autre point, c'est que Benoît Hamon a perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il s'est immédiatement tourné vers M. Jadot et M. Mélenchon. Ça a duré quand même quelques semaines. Et je pense qu'effectivement, ce malaise s'est installé parce qu'il a peut-être un peu oublié de parler à ses amis et aux députés, notamment, et aux parlementaires. Mais au-delà de cela, il y a quand même, soyons clairs, des divergences de fond qui sont pas nouvelles et qui apparaissent à l'occasion de cette campagne et qui va amener inéluctablement un certain nombre de socialistes à faire des choix différents que celle du soutien à leurs candidats, soyons clairs. Ça explique pourquoi justement on change un peu de pied sur la question du revenu universel et mais non, mais moi je veux juste dire qu'on ne choisit pas tel ou tel candidat parce qu'il a perdu du temps ou parce qu'il a gagné du temps. On choisit un candidat parce qu'il a été plébiscité. Enfin, je veux dire, quand Claude Barthelone ou d'autres ont été élus grâce au Parti socialiste pendant des décennies, la moindre des choses, c'est de respecter et les statuts du Parti socialiste et le verdict des urnes qui a fait que plus de 2 millions d'électeurs de gauche se sont déplacés pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle. Et il se trouve que Benoît Hamon a été plébiscité puisqu'il obtient près de 60% des voix à la primaire. Donc tout ça n'est pas à géométrie variable. La partie justement des réformateurs, des sociodémocrates qui ne se sentent pas forcément représentés dans cette campagne. Parce que ça fait très longtemps qu'on entend... Comment vous faites pour justement les réintégrer et empêcher l'hémorragie vers Emmanuel Macron? Je pense que d'abord, il n'y a pas d'hémorragie. Je vous invite à regarder le nombre de députés qui ont rejoint Emmanuel Macron. Mais des électeurs, ça c'est ce qu'on verra dans les urnes. Tout à fait. Je vous invite à voir le nombre de députés qui ont rejoint Emmanuel Macron, mais juste dire que tout ça n'est qu'un prétexte. Ça fait des années qu'on entend les réformateurs dire qu'ils rêvent d'un parti avec le centre. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, ils font le choix d'un candidat qui est celui du centre droit, qui est caractérisé comme tel, avec des propositions qui sont proches de celles de François Fillon. C'est même des propositions qui sont saluées pour certaines d'entre elles par Laurence Parisot, qui dit elle-même que la vision d'Emmanuel Macron est très proche de celle de François Fillon. Donc voilà, on a aujourd'hui une candidate d'extrême droite, un candidat de la droite dure et qui reste candidat, un candidat de centre droit, qui est Emmanuel Macron, et puis un candidat amené à rassembler la gauche, Emmanuel Benoît Macron, Hamon. c'est un candidat de centre droit. Vous êtes d'accord avec cette étiquette ? Non, je pense que c'est autre chose. Non, ce qui est vrai, c'est que dans ces circonstances, mais que je regrette, honnêtement, durant ces 5 dernières années, s'il avait fallu que les députés socialistes respectent les statuts du Parti socialiste, la discipline du groupe, j'aurais été le premier à m'en féliciter. Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner non plus
que lorsqu'on a eu un comportement, j'allais dire, on appelait ça frondeur, pendant des années, eh bien évidemment, c'est difficile après de demander, au nom de cette unité, au nom de cette discipline, aux autres de se rassembler. Mais le sujet le sujet est plus profond que cela. D'un certain point de vue, je pourrais dire presque malheureusement. La vérité, c'est que on en revient à ces deux gauches il y a une radicalisation, même si j'aime pas trop ce terme. Disons que Benoît Hamon, et il l'assume, je ne lui reproche pas, je ne porte pas de jugement de valeur sur Benoît Hamon. En plus, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est sympathique, qui a été un de mes collègues que je connais depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas Benoît Hamon qui est en cause. Il a un choix stratégique et il a un choix de programme qui n'est pas, dans lequel un certain nombre de socialistes ne se reconnaissent pas. Et ça, il faut le comprendre. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord, la primaire, est-ce qu'elle a véritablement tranché les choses? Je n'en suis pas certain, parce que la vérité, c'est que la primaire, elle s'est déroulée avec des projets extrêmement antagonistes, extrêmement contradictoires, qu'on le veuille ou non. Et donc la primaire, ça a plus été, à mon avis, le constat de nos désaccords que la possibilité, les conditions de se rassembler. Il aurait fallu d'ailleurs que Benoît Hamon le comprenne tout de suite. Il n'a pas voulu, ça lui appartient, encore une fois, je ne cherche pas à le caricaturer, mais il n'a pas voulu faire ce travail. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui le doute s'est installé, pas seulement chez les réformateurs ou chez ceux, parce qu'évidemment, pour ces camarades-là, la droite, elle commence très tôt. Comment on fait justement pour empêcher, pour faire revenir justement ceux chez qui le doute s'est installé? Peut-être cette question du revenu universel, on sait qu'il va poser une nouvelle mouture, il veut rassurer, montrer que finalement cette mesure qui avait fait l'unanimité contre elle pendant la primaire à gauche, ça ne va pas ruiner l'État, c'est ce qu'il dit aujourd'hui Benoît Hamon? D'abord, moi je veux vraiment définitivement dire que Benoît Hamon fait le choix et qu'on doit saluer de tourner le dos à la vieille politique et à la petite tambouille politicienne qui consiste à dire donne-moi le sel, je te donne le poivre. Et Benoît Hamon, il se tourne vers les Français. Le rassemblement, il l'a fait avec les écologistes, il parle au peuple de gauche et même dans sa famille, qui est la famille socialiste. Donc pas question de réorienter un peu sa stratégie justement puisque vous le savez, satisfaire une certaine partie. Il y a des proches de François Hollande qui sont aujourd'hui porte-parole de Benoît Hamon. Il y a des proches de Manuel Valls qui étaient porte-parole de Manuel Valls pendant la primaire qui sont aujourd'hui dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Et il y en a plusieurs dizaines de ces responsables politiques qui n'avaient pas fait le choix de Benoît Hamon et qui respectent le verdict des urnes. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Il y a les mauvais perdants, malheureusement, et ils n'acceptent pas ce choix du peuple de gauche. Et puis, il y a ceux qui jouent le jeu et qui disent nos électeurs ont tranché, comme on l'a fait en 2012 avec François Hollande. Je faisais partie, et Benoît Hamon aussi, de ceux qui n'avaient pas choisi François Hollande, mais qui ont fait pleinement campagne tous les jours pour François Hollande, pour qu'il soit élu président de la République. Ouais. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Une question de mauvais perdants aujourd'hui. Aux électeurs de gauche et aux responsables de gauche. Je suis un peu désolé que les proches de Benoît Hamon voient les choses comme ça, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas que le malaise est beaucoup plus profond. En 2012, les choses étaient très différentes, parce qu'en réalité, il y avait un projet du Parti socialiste. Et chaque candidat avait eu à cœur d'essayer de respecter ce projet. Donc nous n'étions pas dans des offres politiques aussi antagonistes. Bon. Donc à partir de là, j'allais dire qu'on est dans un processus malheureusement un peu attendu, qui est celui d'une division profonde du Parti socialiste. Et d'ailleurs, je pense que le Parti socialiste aurait intérêt à entériner, une fois pour toutes, cette division et à laisser un certain nombre de ceux qui veulent soutenir Emmanuel Macron le faire, et ceux qui veulent évidemment soutenir Benoît Hamon le faire. Parce que je ne crois pas aujourd'hui que ce soit par des processus disciplinaires ou etc. qu'on va régler les problèmes. Donc voilà, et parce que je constate que ce désaccord, il s'est encore exprimé aujourd'hui au groupe, je le dis clairement, à l'Assemblée nationale, ce désaccord est assez irréductible, il faut dire clairement les choses. Désaccord profond, et pour autant, si je comprends bien, pas question pour Benoît Hamon de changer de stratégie. Non, mais j'ai assisté à une réunion avec plusieurs dizaines, une centaine de députés socialistes il y a une semaine. C'est pas exactement ce que j'ai ressenti. Moi, je veux le dire, Benoît Hamon, il fait le choix de s'adresser aux Français. Aujourd'hui, il est à Marseille pour parler du vieillissement et de nos aînés qui vieillissent mal et dans de mauvaises conditions. Hier, il était à Bastia, au contact de jeunes en insertion professionnelle. Est-ce qu'il peut faire campagne sans le soutien de poids? On parlait de Claude Barthelone, par exemple. Il y a les candidats qui font le choix de favoriser l'entre-soi et la tambouille politicienne, et il y a ceux qui veulent s'adresser aux Français et rassembler avant tout les Français, parce qu'on est face à de grands défis de société, et on a aussi une population qui vit de grandes difficultés. C'est à eux qu'il faut parler dans un contexte où l'affaire Fillon et d'autres, et l'affaire Le Pen, crée déjà un climat suffisamment
tendu et nauséabond pour qu'on ait à en rajouter davantage. Christophe Carrèche, de on notre sait côté. Claude Barthelon ne le dit pas franchement, mais il hésite encore à soutenir Benoît Hamon ou peut-être rejoindre Emmanuel Macron. Ce n'est pas le seul. Est-ce que vous pensez que d'autres personnalités politiques pourraient justement Je crois qu'il y a deux choses qui sont très rejoindre importantes. le leader d'En Marche. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de responsables socialistes qui aujourd'hui estiment que c'est Emmanuel Macron qui peut, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que c'est ça quand même le sujet, faire barrage au Front National. Et je pense que ça peut les amener, effectivement à soutenir Emmanuel Macron pour cette raison-là. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron, soyons clairs, ouvre une perspective que je trouve personnellement intéressante, c'est-à-dire d'établir non pas une force centriste, mais une force centrale, européenne, réformiste, avec effectivement des responsables politiques qui viennent de différents horizons, pour essayer de mettre en place des solutions pour sortir effectivement la France de la crise et d'avoir une majorité qui soit cohérente. Merci Christophe Carrèche, merci beaucoup Ella Krivi d'avoir été mes invités. La transition est toute faite avec Michel Grosseur qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Michel, puisque l'invité de l'épreuve de vérité ce soir, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Vous lui poserez justement cette question sur les soutiens à venir des parlementaires socialistes à Emmanuel Macron. Bien sûr, ce sera l'une des thématiques de l'émission ce soir. Est-ce que Jean-Christophe Cambadélis et le Parti Socialiste pourra encore résister longtemps à la tentation Macron? Nous lui demanderons également pourquoi la campagne de Benoît Hamon patine, et oui, à 14%, voire moins dans les intentions de vote aujourd'hui. 16% selon un autre institut, et selon deux instituts. Alors il y en a deux autres qui le mettent à 13,5 et à 14. Et puis nous interrogerons également Jean-Christophe Cambadélis sur la situation politique à droite, sur le psychodrame Fillon. Est-ce que c'est une aubaine pour la gauche ou est-ce que c'est un chaos qui risque d'emporter tout et qui emporte déjà la campagne présidentielle? Il s'agit de désigner, faut-il le rappeler, le prochain chef de l'État de la France. Merci beaucoup Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc à suivre en direct à 18h30. En attendant, je vous propose de revenir sur l'audition d'Harlem Désir. Il a été entendu aujourd'hui par les sénateurs à 2 jours du sommet européen. Le secrétaire d'État aux affaires européennes a livré son point de vue. Les meilleurs extraits sélectionnés par Alexandre Poussard. Le premier sujet qui sera à l'ordre du jour, ce sera donc celui des questions liées à la croissance, à l'emploi, à la compétitivité. Et le Conseil débattra en présence du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui livrera ses analyses. La situation économique aujourd'hui dans les États membres est marquée par la reprise de la croissance qui est encourageante, aussi bien dans la zone euro que pour l'Europe dans son ensemble. Le chômage reste cependant trop élevé, même s'il connaît une décrue significative, atteignant son niveau le plus bas depuis 2009. L'investissement progresse dans toute l'Europe, mais il doit encore être soutenu dans la durée. Et dans certains États membres, il retrouve tout juste le niveau d'avant la crise de 2008. Et un certain nombre d'États membres n'ont toujours pas retrouvé le niveau de PIB qu'ils avaient avant cette crise. Tous les États membres ont fait des efforts de réduction des déficits. L'assainissement de leurs finances publiques a été engagé. Il faut donc consolider cette dynamique générale qui est en cours, mais en ayant présent à l'esprit le contexte d'incertitude internationale et les fragilités qu'il peut représenter, et donc tout doit être fait pour renforcer la reprise et assurer sa durabilité pour ce qui concerne l'Union européenne. Cela signifie évidemment que le Conseil européen encouragera la poursuite des réformes, de la modernisation de nos économies, du soutien à l'investissement, notamment en utilisant le plan Juncker, dont il est prévu, vous le savez, qu'il soit étendu, quasiment doublé dans sa capacité de soutien aux investissements, pour passer de 315 à 500 milliards d'euros de soutien aux secteurs clés de notre économie, en particulier le numérique, la transition énergétique, les transports, le développement durable. Le renforcement du marché unique sera également débattu, en particulier là encore dans le domaine du numérique et de l'énergie. Numérique parce que c'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de bénéfices à attendre en termes d'innovation, si l'on peut abattre un certain nombre de cloisonnements, de barrières entre les États membres, mais il y a des problèmes de régulation. Il y a par exemple pour la France des questions qui tiennent aux droits d'auteur, au financement de la création. Et c'est toutes ces questions sur lesquelles il faut travailler et pour lesquelles il faut
accélérer les décisions. Concernant l'analyse par la Commission de la situation économique française, je réponds à la question du président Jean Bizet et du président Bouvard. L'analyse de la Commission est qu'elle confirme que le déficit français sera bien en dessous de la barre des 3% en 2017, avec une estimation à 2,9%. Ce qui serait une première depuis 2007. La Commission dresse un tableau positif de la situation française avec une croissance bien orientée. Elle était de 1,2% en 2016. Les prévisions de la Commission sont 1,4% pour cette année, 2017, 1,7% en 2018. Elle estime que le chômage devrait baisser, grâce en particulier au pacte de responsabilité, au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et au plan d'urgence pour l'emploi qui a été adopté l'année dernière. Et elle prévoit également une amélioration des exportations. Il n'y a pas donc de révision qui soit prévue pour ce qui concerne les éléments que la France, le gouvernement français, a inscrits dans la loi de finances. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. Bonne soirée à tous et à demain, 18h. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Présidentielle 2017. Quel rôle et quels moyens pour les départements et la décentralisation? L'Assemblée des départements de France interroge les candidats à l'Élysée. Un événement à suivre en direct sur les chaînes parlementaires, demain à 9h. Public Sénat, au cœur du débat.